Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À toutes les rencontres avec le public, vous avez choisi d'en ajouter une résolument virtuelle. Elle va devenir réelle à Avignon sous la forme d'une histoire d'amour qui va s'ajouter à toutes celles que votre métier de comédienne vous ont permis de vivre. Bonjour Corinne Touzé. Bonjour. Alors, on va évoquer ce spectacle à Avignon, au Festival d'Avignon, où vous êtes de retour. On expliquera pourquoi avec ce spectacle très original. Et puis, le principe des clés d'une vie, vous êtes déjà venu, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Alors, j'en ai trouvé une, et je ne sais pas si elle correspond exactement à l'événement que vous avez vécu. C'est le 15 mai 1988, la présentation d'un film au Festival de Cannes avec ce comédien. 21. As you move into your 80s, you say, hey, that's enough. Robert Redford à Cannes, qui présente Milagro. Alors, je ne sais pas si vous étiez là. Si, j'étais là. Voilà. C'est un film qui se déroule dans un village du Mexique qui se révolte contre l'implantation d'un parc de loisirs. J'ai vu le film en avant-première ce jour-là. J'étais assise derrière lui. Il était accompagné de sa femme, Sonia Braga, et qui a le rôle principal, si ma mémoire est bonne, de ce film. Et oui, c'est une rencontre. Alors, effectivement, à l'époque, j'étais plus jeune, une midinette. Et déjà très jeune. J'étais dingue de ce film, L'Arnaque. Donc, c'était Paul Newman et Robert Redford. Et j'avais tout sur lui. J'avais les bouquins, j'avais les photos, j'avais tout. Et il s'avère que, si c'est ce que vous voulez que je raconte, quand je suis arrivée en retard, j'avais une robe rouge, je crois. Et j'ai monté les marches et j'ai levé la tête vers la porte et je vois Robert Redford en smoking qui tient la porte et qui me regarde et j'ai cru que je rêvais, quoi. J'ai cru que c'était un film, quoi, vous voyez, et je me suis dit c'est pas possible. Et là évidemment l'angoisse, le trac m'a pris. Je me suis dit je vais tomber, je vais perdre mon sac, je vais me tordre la cheville. Enfin bon, j'ai essayé d'avoir l'air le plus naturel possible et bizarrement cet homme m'a attendu. Enfin, cette star m'a attendu, ce qui est un peu prétentieux de ma part. Et nous sommes rentrés ensemble dans le hall du Palais des Festivals. Et je ne m'en suis toujours pas remise. Je crois qu'il vous a dit en plus que vous étiez très jolie. You're very pretty. Voilà. And I said thank you so much. Et vous étiez derrière lui pendant la projection. Et alors ça, c'était le pire, parce que j'ai passé tout le film à regarder sa nuque. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il était accompagné de sa femme, donc c'était foutu. Mais c'est un personnage étonnant, effectivement. Il était déjà venu à Cannes dans les années 70 avec Sidney Pollack, dans sa période hippie. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, il a eu, adolescent, des problèmes avec la loi. Il volait de la bière, il pénétrait par effraction dans les propriétés pour organiser des soirées de beuverie. Il avait un jour été placé en garde à vue. Non, ça je l'ignorais. Voilà. Mais vous savez des choses, Jacques, que j'ignore. C'est normal, c'est votre métier. Non, moi je trouve que sa réussite et sa carrière est exceptionnelle. Il n'y a aucune erreur. Et ce qu'il a fait du festival de Sundance est absolument exceptionnel. Et cette retraite avec ses chevaux, le Montana, tout ça, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est une merveille. Alors Cannes, c'était l'exception, mais vos jeunes années, c'est à la fois Orthez et à la fois Boulogne-sur-Mer. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je ne vais pas pouvoir te raconter, on n'a pas le temps. Mais je suis née à Orthez parce que mes grands-parents habitaient là. Mais la mère d'Henri IV, d'ailleurs, Jeanne d'Albret, venait d'Orthez. Ah oui? Oui. En fait, j'ai passé mon enfance à suivre mon papa qui m'a eu à 18 ans. Donc, c'était un accident de parcours. Leur vie a été chamboulée à tous les deux. Et mon papa a commencé à devoir être obligé de travailler très, très jeune, ce qu'il a fait pour nourrir sa femme et sa fille. Et une main devant, une main derrière, on a énormément déménagé. Donc, on est passé par plein d'endroits. C'est un petit peu un boulet dans mon corps et dans ma tête, ça. C'est-à-dire que j'arrivais jamais à avoir d'amis d'enfance, je restais jamais longtemps au même endroit. Et donc, on a bougé d'Orthez à Compiègne, à Amiens, à Boulogne-sur-Mer. On a beaucoup bougé. Et ça a été assez frustrant et j'étais assez seule. Voilà. Mais je vais pas me plaindre parce qu'il y a des enfants qui ont des enfances beaucoup plus compliquées que la mienne. Mais je crois qu'il y avait eu une époque un magasin de meubles, non? Oh, papa, oui, alors au début, il était ce qu'il pouvait être. Hein, donc, il a fait tous les boulots, les petits boulots. Et puis, quand il a mûri, il est devenu commerçant. Et il n'était pas son propre patron, bien sûr, mais après, il l'est devenu. Et il avait des magasins, un magasin de meubles. Et c'est vrai que je faisais mes devoirs sur les canapés, et tout ça. J'ai passé pas mal d'années comme ça à les attendre parce que, voilà, un commerçant, ça n'a pas d'horaire. Il travaillait assez tard.
Et puis après, mes parents se sont séparés et je suis partie avec maman vivre à Aix-en-Provence. Mais avant, grâce à votre père, vous avez fait une rencontre que vous n'avez jamais oubliée. Car vous avez rencontré Dalida. Oui, mais alors c'est très touchant parce qu'elle était en fin de carrière et elle se baladait, elle faisait, je sais pas comment ça s'appelle, Jacques, vous savez, quand ils font des signatures. Oui, des séances de dédicaces. De dédicaces, voilà. Mais et donc c'était des journées portes ouvertes et c'était le magasin de papa, je sais pas dans quelle ville c'était. Et moi j'adorais Dalida et mon père aussi d'ailleurs. Et j'étais super fière et elle avait une caravane, papa avait loué une caravane pour qu'elle puisse se préparer, se faire belle, tout ça. Et il me l'a présentée, je suis rentrée dans la caravane, on a fait une photo ensemble. Il n'y avait pas les portables à l'époque, donc je n'ai pas cette photo et j'en suis bien triste. Mais nous avions discuté et je me souviens de elle était toute mince, je la voyais beaucoup plus imposante, parce que sur scène, elle était très imposante. Et papa était très heureux, parce que c'était un après-midi très, très chouette. Oui, en même temps, c'était une femme d'une gentillesse totale, qui travaillait tellement qu'elle a perdu sa vie privée et sa vie tout court. Elle a beaucoup souffert. Elle n'avait que le dimanche chez elle, et la tradition, c'était d'aller jouer aux cartes chez elle le dimanche, avant un dîner avec des amis. Ah oui, où elle servait des spaghettis. Ah oui, Et vous étiez là? J'étais là. J'allais pour préparer les émissions. Et une fois, j'ai eu le malheur de gagner aux cartes. Et j'ai pas eu d'interview. Elle était mauvaise perdante. Très mauvaise perdante. C'est drôle. Alors, il se trouve que vous avez aussi un côté surdoué. Vous avez eu le bac très en avance, Corinne Touzé. Oui, en fait, je triche parce que je suis du mois de décembre. Hein, donc, je l'ai eu à 16 ans et demi, c'est ça, oui. Parce que voilà, j'ai eu 17 ans. C'est quand même pas mal. J'ai eu 17 ans en décembre. On va dire que je l'ai eu à 17 ans, ce serait plus honnête. Oui, c'est pas mal. Mais je pense que j'ai toujours été très sérieuse. C'est un petit peu un défaut comme une qualité. Et que je travaillais, je faisais mes devoirs. Cela dit, à l'époque, nous en parlons beaucoup entre nous en ce moment, par rapport à tous ces événements qui nous ont dépassés un peu ces derniers jours, particulièrement. Nous n'avions pas le choix. Il fallait bosser. Quand ça n'allait pas, on se faisait gronder, on se faisait punir, réprimander. On n'en est pas mort. Hein, et oui, j'ai été très sérieuse et puis j'aimais ça. Hein. J'adorais lire, j'adorais apprendre. Je suis toujours très curieuse et l'école me plaisait énormément. Et puis à Aix-en-Provence, où vous êtes avec votre mère, Corinne Touzé, vous découvrez le théâtre. Oui, alors vraiment par hasard, parce que j'ai entamé je rêvais d'être prof et j'ai commencé une licence d'anglais que j'ai eue par ailleurs, mais j'ai croisé plein de vies, plein d'itinéraires, parce que Aix est une ville étudiante, mais est une ville culturelle qui bouge énormément, dont on parle peu d'ailleurs, et là j'ai rencontré plein d'artistes et je suis tombée sur des profs de théâtre, donc j'ai pris des cours de théâtre. C'était au départ accessoire par rapport à mes études. Et puis c'est vite devenu une passion et après voilà, parce que maman était exigeante, donc elle a pas voulu que je laisse tomber mes études et elle a eu raison. Et en parallèle de ma licence, j'ai commencé une formation qui s'appelle alors maintenant j'ai un peu oublié, mais c'est IFCA, Institut de formation pour comédiens animateurs. Voilà, ce qui permettait aux acteurs d'apprendre leur métier, mais en même temps de donner des cours dans les maisons de la culture. Voilà, donc je suis diplômée d'État, ce qui me fait beaucoup rire. Et j'ai appris, voilà, parce que c'était un enseignement magnifique. Je ne sais pas s'il existe encore. Il y avait la même à la Sorbonne à l'époque. Et donc on apprenait la déco, la mise en scène, la psychologie. On nous faisait lire, on nous faisait jouer, et c'était absolument passionnant. J'ai démarré comme ça. Oui. Avec un théâtre aussi qui a fermé pour des raisons politiques. Ah oui, le relais culturel d'Aix-en-Provence était tenu par un directeur politiquement communiste. Moi, j'ignorais tout ça parce que la politique me passait au-dessus de la cafetière. J'avais 17 ans, 18 ans. Et j'ai fait mes premiers pas dans ce lieu qui, a priori, doit sûrement s'appeler autrement maintenant, mais existait toujours parce que c'était une très jolie salle. Et j'ai démarré avec... c'est du Brecht, c'est pas Mère Courage, ça doit être Mère Courage. Nous étions évidemment beaucoup, hein, mais c'était Alain Simon, voilà, je me souviens de son nom, et qui est toujours là et qui était metteur en scène. Et j'ai fait 2-3 spectacles comme ça, amateurs.
Et puis ensuite, j'ai fait du théâtre de rue pendant 5 ans. Ça, c'est une formation. Ouais, c'était merveilleux. J'ai appris beaucoup. Vous faisiez quoi dans le théâtre de Alors rue? en fait, j'étais dans un cours, celui d'Yves Quignot, qui est un cours de clown, d'acrobatie, de psychologie, de la recherche de son propre clown. Et j'y allais 2 fois par semaine. Et il a monté une troupe, nous étions 18. Et donc on allait dans les rues d'Aix, ce qui est bien plus pratique qu'à Paris, parce qu'il fait beau tout le temps. Et on se testait comme ça dans la rue avec les gens. Donc on s'installait sur un trottoir, on faisait de l'impro. En fait, c'était les tout débuts de la Ligue d'improvisation. Et j'ai appris comme ça le théâtre, en fait. Bien sûr qu'après, j'ai perfectionné tout cet apprentissage, mais c'est un très bon début de travailler dans la rue avec des gens qui passent et qui ne sont pas censés s'arrêter. C'est très intéressant d'essayer de les arrêter, vous voyez. Mais il y a quelqu'un qui a fait comme vous, c'est Charlie Chaplin, et qui a commencé dans les rues de Londres à faire du spectacle ambulant, avant d'être engagé dans une troupe, la troupe de Fred Carnot, et Marcel Marceau, dans les rues de Paris, qui a démarré aussi avec un spectacle de mime de rue. Ça me touche beaucoup, je l'ignorais. Ouais. Ils ont dit toujours que c'est comme ça qu'ils ont appris leur métier. Moi j'ai appris beaucoup. Et le clown, d'ailleurs, s'appelait Balgobol, je crois. Black Ball. Black Ball, c'est ça. Ça, c'était le nom de la troupe. Voilà. Et le mien s'appelait Tchoubou. J'avais inversé bout de chou, j'avais décidé qu'il s'appelait Tchoubou. Voilà. Ouais. Alors ça, c'était les débuts, mais après, il y a eu d'autres choses. Et il y a une date importante aussi dans votre parcours que j'ai repérée, le 9 septembre 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Touzet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Corinne Touzet. Nous parlerons tout à l'heure de votre retour à Avignon avec Ken, comment rencontrer l'homme de sa vie, tout un programme. On en revient à votre parcours, on a évoqué vos débuts au théâtre. Et le 9 septembre 1988, Antenne 2 diffuse le premier épisode d'une série de 4 épisodes, une mini-série qui s'appelle La Chaîne. Adapté du roman de Michel Drucker avec Jean-Pierre Cassel, Florent Pagny, Jean Carmet et vous. Ouais, c'était le premier rôle de Florent. Oui, rôle principal, puisqu'il incarnait Michel Drucker jeune. Exactement. Et là, ça a été aussi une aventure très forte pour vous. Alors déjà, parce que Michel, je le connaissais un petit peu grâce à Roger Hanin, donc, qui me l'avait présenté parce qu'ils étaient très proches. J'étais très impressionnée parce que j'interprétais le rôle de Françoise Coquet. Oui. Que je salue si jamais elle nous regarde un jour. Et ce sont des gens qui à l'époque étaient là-haut pour moi, vous voyez. Donc et puis Antenne 2, un rôle principal dans une série, j'étais fière, quoi. Ouais. Il y avait Jean Carmet. Le problème avec Jean Carmet, c'est qu'il fallait le retrouver après les déjeuners. C'est ça. Il vagabondait. On le cherchait. Tout comme Lino Ventura, quand nous étions à Épinay avec Roger sur la rumba. On les cherchait. Donc, ils étaient en train de manger. Parce que Lino faisait des pâtes. Il allait trouver une cuisine, donc il allait faire des pâtes. Du coup, quand il faisait des pâtes, tout le monde s'en allait. Parce que ces pâtes étaient extraordinaires. Les gens étaient comme ça. Et puis, parce qu'ils avaient tellement de joie de vivre et ils avaient tellement travaillé aussi que la télé, c'était quand même, à l'époque, ça rigolait pas. Hein, on travaillait 15 heures par jour et puis on n'avait pas le choix. Et eux, ils étaient habitués au cinéma. Bien sûr. Jean Carmet avait jamais fait de télé, donc du coup, on lui courait après assez fréquemment. Oui, c'est Yves Robert qui m'a raconté un jour dans un film, il le cherche partout après le déjeuner. Il avait senti l'odeur d'un lapin, il était allé chez des gens qu'il ne connaissait pas, il avait sonné à la porte et il déjeunait avec eux. Mais non, c'est pas... C'est encore pire que je pensais, alors. Et Lino Ventura a fait un jour un match de pattes avec Georges Brassens et il a perdu à au 15e plat. C'est Brassens qui a gagné. C'est pas possible. C'est vrai? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah bah oui. Alors, il se trouve que cette histoire de La Chaîne, on a un peu oublié, c'était le premier roman de Drucker. C'était l'histoire d'un présentateur de la télévision qui fait face aux luttes en coulisses, qui n'était rien à côté d'aujourd'hui, parce que vous avez découvert, vous, le monde de la télévision, et c'est vrai que c'est pas un monde toujours facile, Corinne Touzet. C'est un peu la guerre. Ben, ça a beaucoup changé, ça n'a plus aucun rapport. Non. Aucun rapport, du tout. Et Drucker, Drucker, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que lui, il peut pas vivre sans la télé. Et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie. Et un matin, je crois qu'à 9h, il vous a appelé dans des circonstances très particulières à propos de ce feuilleton. Ce générique. Une femme d'honneur, oui. Et là, à 9h du matin, vous recevez un coup de fil de Michel. À 9h15, très exactement, parce que les audiences tombaient à 9h, mais il fallait après qu'elles soient dispatchées dans les services. Et nous avions fait un unitaire. Nous avions fait un pilote, en fait. Hein, et moi, je venais d'accoucher. Donc, j'étais tranquillement dans ma petite maison, à Brise-sur-Marne, avec mon bébé dans les bras. Et Michel, que j'ai connu effectivement très, très jeune, parce que là, nous sommes donc en 84.
95, si ma Oui. mémoire est bonne. Et donc, j'ai connu Michel en 81. Et du coup, il m'appelle et il me dit ça va? J'ai dit oui. Et il me dit assieds-toi. Bon, je me suis dit que c'était grave. J'ai évidemment pas une seule seconde pensé à ça parce que, pour vraiment vous dire la vérité, j'ignorais tout des audiences jusqu'à ce que j'arrive chez TF1. Parce qu'à France 2, ça n'existait pas. Enfin, Antenne 2, ça n'existait pas. On ne nous appelait pas pour nous dire les choses. Et TF1 est une chaîne commerciale, la première. Donc, du coup, la façon de travailler était différente. Et Michel, lui, avait eu les audiences. Et il me dit, écoute, voilà, c'est un raz-de-marée. Vous avez fait 12 millions de téléspectateurs. Et je ne savais, vraiment, c'est sans aucune flagornerie de ma part, je ne savais pas ce que ça signifiait. On a fait, je crois, 52 ou 53% de part de marché. C'est-à-dire que la moitié des gens regardaient le... Et on n'a fait qu'un film. Et il m'a dit cette phrase, effectivement, dont tout le monde me parle encore aujourd'hui, m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Et ben, je ne réalisais pas, ce jour-là, j'ai pas pu m'asseoir. Parce que le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc, le papa de ma fille était là. Donc, entre les tétés, les machins, les trucs, les photos, les interviews, ça a été une déflagration. Voilà. Et comment l'expliquez-vous, Corinne Touzet, ce succès d'une femme d'honneur? Écoutez, moi, j'ai plusieurs... Il y a plusieurs choses que je répète assez souvent, particulièrement aux jeunes générations. C'est pas à force de mitrailler ou d'inonder les gens d'informations qui vont regarder la télé. Il y a des fois des produits qui ont coûté extrêmement cher que le public n'a pas regardé. Je pense qu'il y a eu une rencontre entre... moi, j'avais déjà fait 3 séries avant. Donc, les gens croient que c'est la première, mais j'en avais fait même 4, je crois. Donc, 3 sur France 2 avec énormément de succès. Donc là, avec la force de frappe de TF1... Tout le monde est venu au rendez-vous déjà sur ce nom-là. Mais ensuite, c'est greffé dessus l'amour des gens pour la gendarmerie. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de la télévision qu'un héros ou une héroïne incarnait un gendarme. Il n'y avait eu que des policiers, des commissaires. Il y avait le commissaire Moulin, il y avait Julie Lescaut qui cartonnait, etc. Donc une femme gendarme. C'est quand même autre chose qu'un homme gendarme. D'un seul coup, c'était qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Une femme gendarme qui commande des hommes dans une brigade. Bon, oui, c'était d'autant plus important que les femmes n'étaient pas les patronnes à l'époque. Absolument, ça n'existait pas. Et les gens nous ont aimés. On était 5 récurrents. On était des amis parce que 3 d'entre eux sont vraiment des amis intimes. C'est moi qui les ai fait engager. Je pense que cette amitié se sentait à l'image. Et le dernier point dont je ne démordrai jamais, ce sont les paysages, car nous tournions dans des décors naturels en province. Les Français adorent leur campagne. La gendarmerie est proche des gens. C'est là que les gens vont quand il y a un problème dans les villages et dans les campagnes. Donc tout ça, oui, je veux pas, il n'y a pas qu'une raison, il y en a plusieurs, mais j'y crois sincèrement. Et moi, j'en ajoute une, c'est la joie et la bonté qu'incarnait votre personnage, ce qui n'était pas évident. Oui, Isabelle Florent, elle est généreuse, elle est agréable, elle est à l'écoute des gens, et c'est un vrai... C'est une femme qui avait du cœur, qui a du cœur, parce qu'elle n'est pas morte, et voilà, je suis persuadée que ça jouait aussi pas mal. Vous avez raison. Alors, il y a eu des moments très forts. Moi, je me souviens d'une séquence brûlée vif où vous avez fini au milieu des pompiers. Ah oui, avec un magnifique comédien qui s'appelle Grégory Baquet, qui est un grand ami à moi. Oui, on a tourné, là, à l'époque, il n'y avait pas les faux feux. On a vraiment, c'était des vraies flammes. On a eu vraiment très chaud. C'était très compliqué. Mais vous savez, Jacques, j'ai fait beaucoup de cascades dans cette série, beaucoup. J'ai appris la boxe française, j'ai fait du taekwondo. J'ai appris à sauter d'un bateau, d'un hélicoptère. J'ai fait des stages avec le GIGN. Je me suis éclatée, vraiment. Et c'était la première fois qu'une femme faisait ça. À tel point que, et ça, je ne l'ai jamais retrouvé parce que je ne l'ai pas cherché, cela dit. Paris Match a fait une double page où ils ont titré en gros « La Belmondo au féminin ». Et moi qui vouais une passion pour Bébel, j'ai été très honorée. Donc, oui, les pompiers... alors, les pompiers nous accompagnaient en permanence, les ambulanciers. Tout ça a été fourni par le CIRPA gendarmerie. Les voitures, les camions, les petites... les 4x4, tout ça, c'était génial. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, vous ne pensiez pas faire de la télé. Ça a commencé par un casting, je crois, au but de Chaumont avec Marion Sarraud. Oui, absolument. Où j'ai toqué à la porte alors que j'avais pas de rendez-vous.
Ouais, comme ça. J'ai toqué parce que Jean-Claude Drouot m'avait dit au café d'en face que vous connaissez bien, Au vous, but de Chaumont, oui. qui s'appelle Les Comédiens. Et du coup, j'y allais de temps en temps. Je traînais mes savates parce que j'avais pas beaucoup de sous, que je cherchais du travail et qu'il fallait que je paye ma petite chambre de 12 mètres carrés à Ménilmontant. Et je traînais là parce que je savais qu'il y avait des studios et qu'il y avait peut-être des tournages, etc. Et j'ai toqué à la porte, oui. Je suis tombée sur Catherine Jurquet, qui est sa directrice de production, qui a été sa directrice de production pendant presque 40 ans. Et j'ai passé les essais. Voilà. Et j'ai passé des essais pendant 3 mois. Pour Marianne, une étoile pour Napoléon. Ouais. Et là aussi, il y avait des cascades à cheval. Ouais, j'ai appris le cheval avec Mario Loracci. Et ça a été le point de départ de votre carrière. Première série, 118 épisodes. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, la femme d'honneur, c'est arrivé tard, et c'est pas un hasard. Mais il y a eu beaucoup de travail avant. Oui. Et Marion Sarraud, c'est la petite-fille d'Albert Sarraud, qui a été président du Conseil. Et elle a commencé au Cahiers du cinéma, je ne sais pas si vous le savez. Non. Elle a travaillé avec François Truffaut et Jean Godard. Elle a fondé les Cahiers du cinéma, avant beaucoup plus tard d'être repérée par les Carpentiers pour faire le numéro 1. Je l'ai connue à ce moment-là. Voilà. Ouais. C'est donc une femme qui savait également tout faire. Ouais. Et c'est vrai que tous ces films-là vous ont marqué à vie. Ah bah oui, en plus, alors Marion, ensuite, après m'avoir mise en scène et engagée dans cette série dont j'avais le rôle principal, qui se passait à l'époque napoléonienne, dont on me parle encore aujourd'hui, surtout les grands-mères et les papis, est venue ensuite réaliser La Femme d'honneur. Je crois qu'elle en a fait 6 ou 7. Exactement. Donc c'était 20 ans après, donc c'est génial, quoi. Alors, ce qui est génial aussi, c'est ce qui vous arrive en ce moment et qu'on va évoquer à travers la date du 18 juin 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Touzet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Corinne Touzet. On a évoqué vos débuts, on a évoqué Une femme d'honneur, tous les téléfilms que vous avez faits. Et puis, si je parle du 18 juin 2024, c'est que ce soir-là, France 2 diffuse une comédie. Développe, tu m'intéresses. On les monte l'un contre l'autre pour qu'ils ne se supportent plus et décident de se séparer. Le duplex. Et là, le duplex, c'est une aventure incroyable que vous vivez depuis 3 ans. Incroyable. Donc vous connaissez l'histoire. Racontez-la. Ah bon, voilà. Donc on a été engagé par France 2 pour une captation. Donc nous avons répété 1 mois pour jouer 3 fois avec des caméras à la Cité universitaire. Oui, alors, Cité universitaire, je précise que c'est un lieu qu'on connaît pas très bien. Il a été créé en 1936. Malraux a nommé Perinetti à sa tête. Et c'est là où Jérôme Savary a débuté avec le Grand Magic Circus. Je savais pas. Voilà. Bravo. Donc vous êtes engagé. On interprète avec donc Francis Perrin, Claire Nadeau et Pascal Légitimus et moi. Duplex, qui est une pièce de Didier Caron et du Boulevard, une vraie comédie très drôle, enlevée, etc. Sur des voisins qui en fait, un couple de voisins veut récupérer l'appartement du dessous pour faire un duplex. Donc mon mari Pascal Légitimus, c'est une sorte d'abominable grigou et voilà. Et donc on fait cette captation. Oui, qu'on vous avez proposé comme ça. On est tous très contents. On sait que normalement à Noël, on est tous chez nous, quoi. Ouais. Donc parce que c'était en décembre. Ouais, voilà, on a répété en novembre. On vous l'avait proposé pour un tournage. Oui, c'est ça. On a tourné 3 jours avec des caméras, avec des gens dans la salle. Il y avait une centaine de personnes dans la salle, etc. C'est beaucoup de travail pour 3 jours au départ. Ah, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et le directeur du Théâtre de Paris, que tout le monde connaît, nous le croisons souvent. On a déjà travaillé ensemble. Donc, Monsieur Richard Caillat vient nous voir et adore. Et on rentre tous chez nous, chacun chez soi, parce que moi, Francis habite dans le Midi. Et le téléphone sonne la veille de Noël et il nous dit, voilà, moi j'aimerais vous prendre au Théâtre de Paris. Là, moi, franchement, arrêt sur image. 1160 places, c'est pas possible. La panique à bord. J'ai vu Spamalot, j'ai vu les producteurs. Bon, d'accord, mais un boulevard au Théâtre de Paris, c'est de la folie pure. Donc je me permets, en allant sur des œufs, de dire très gentiment à Monsieur Caillat, on serait mieux au Bouffe Parisien ou à la Michaudière, ce serait parfait. Ah oui, c'est une bonne idée. Ok. J'apprends plus tard que Pascal avait dit la même chose. Oui. Personne ne voulait aller au Théâtre de Paris. De fil en aiguille, le décor que nous avions, qui est un décor qui bouge, qui avance et qui recule, ne rentre ni au Bouffe Parisien, ni à la Michaudière. Donc on se retrouve 5 jours avant le 22 février, au Théâtre de Paris. Je vous jure, quand j'ai vu la salle vide, je vais mourir, c'est pas possible, quoi.
On répète et on nous dit que Claire Nadeau ne peut pas parce qu'elle doit enregistrer les tuches, elle tourne sur les tuches. Donc elle ne peut pas changer la date de ce tournage, on est obligé de la remplacer. On la remplace par Annie Dupéret, qu'on adore tous, évidemment. Donc on nous demande notre avis, on dit tous bien sûr. On est fous de joie, sauf qu'Annie n'avait jamais joué. Oui. Il a fallu qu'elle apprenne le texte à toute vitesse. Nous n'avions pas de photos du spectacle puisqu'il n'y avait pas Annie dedans. Nous n'avions aucun avis spectateur et nous n'avions aucune critique. Donc on arrive le 22 février au Théâtre de Paris et je vous jure sur la tête de ma fille qu'il y avait déjà 10 000 réservations. Et comment ça se fait? Eh ben comment ça se fait? Eh ben parce que les gens nous aiment. Point barre. Exactement. Moi, c'est ce que je finis par me dire. Donc, il n'avait pas vu la pièce, il n'en avait pas entendu parler, il n'y avait pas d'extrait. C'est un truc de malade, quoi. C'est pour ça que je vous dis, quand les gens ont décidé de nous aimer, j'en ai beaucoup parlé avec Francis, j'en ai beaucoup parlé avec Annie, on est persuadés de cette affection que les gens nous portent. Et en fait, donc, on devait faire 45 représentations exceptionnelles, c'est ce que nous avions signé. On était complet tout le temps. Ce qui fait que, quand on a terminé au mois de mai, le directeur nous a dit « Je ne peux pas vous laisser partir, c'est pas possible ». Et donc, on a joué 1 an. Voilà. Et on a joué septembre, octobre, novembre, décembre à guichet fermé. On était complet. C'était magnifique, c'était merveilleux. On est des oufs de joie. On était fous. Les gens étaient debout à la fin. Alors que c'est du boulevard. Mais, alors, maintenant que j'ai dit ça, on adore tous ce qu'on fait dans cette pièce. On a des personnages absolument abominables, ce qui est très jubilatoire. Mais, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que les gens vont si mal, les gens ont tellement de soucis, les gens ont ras-le-bol des infos, de la guerre, ils n'ont pas d'argent, on leur prend tout ce qu'ils gagnent, les impôts, les machins, ils n'en peuvent plus. Ils viennent pendant 2 heures se vider la tête, rire à gorge déployée, et à tel point que sur le trottoir devant le Théâtre de Paris, Jacques, il faut que vous me croyiez, j'ai vu des gens qui m'ont dit c'est la 3e fois que je viens, mais je reviens la semaine prochaine parce que ça me fait trop du bien. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On devait tous, là, parce que moi, j'ai refusé de faire la tournée de mon seul en scène. Annie avait, pareil, elle avait un seul en scène, elle n'a pas pu le faire. Pascal avait une autre créa qu'il n'a pas pu faire. Bon, de fil en aiguille, là, on n'a pas pu. Il aurait fallu qu'on rejoue là en juin, c'était pas possible. Et la belle histoire, c'est qu'on a une tournée de rockstar. Donc, de septembre à décembre, on a, je crois, plus de 100 dates. On est comme des fous, quoi. Et en même temps, c'est le retour du boulevard qu'on a un peu négligé. Moi, je me souviens, au théâtre ce soir, ça a commencé pour 8 émissions, parce qu'il fallait combler un trou à la télévision. Il y en a eu 417 qui ont affiché complet. Ah oui, ah ben voilà, c'est ça. Alors, le plus surpris, c'était Francis Perrin. J'en ai parlé dans les Clés d'une Vie. C'est vrai? Ah oui, parce que lui, il avait arrêté de jouer sur Paris. Il Alors, voulait plus pire jouer. que ça, il avait dit à tout Paris, je ne veux plus jouer à Paris. Oui. C'est terminé, je ne jouerai plus à Paris. Tous les amis qui sont venus le voir l'ont sermonné en lui disant « Ah bah alors d'accord, et la pièce que je t'ai envoyée l'année dernière, et tu m'avais dit que c'était fini ». Et il s'est fait engueuler pendant 1 an. Et en plus, il a continué après avec Michel Bernier, puisqu'il a joué la pièce pour... Voilà. Et bon, voilà, je ne vais pas dévoiler certaines choses que je connais, mais du coup, il a passé plus de 2 ans, voilà, rue Blanche, et il est fou de joie, quoi. Il est fou de joie. Alors, il se trouve aussi que le théâtre, finalement, ça a été une seconde vie après la télévision pour vous, Corinne Pousset. Alors, ça a été un choix de vie. C'est pas une seconde vie, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que j'ai tourné 38 ans et Dieu sait si j'ai aimé ce que j'ai fait et que je continue. Et à un moment donné, la scène m'a manqué terriblement. C'était vraiment un manque viscéral. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Je suis devenue entrepreneur de spectacle. Donc, maintenant, je produis mes spectacles. Ça fait 15 ans, 14 ans peut-être. Et c'est très agréable. C'est très agréable. Je reçois beaucoup de textes. Voilà, je réponds toujours. Je mets un petit peu de temps, je le dis aux auditeurs. Mais là, j'ai lu une pièce d'ailleurs, vous voyez, d'un auteur complètement inconnu. Je vais lui dire oui. Je pense qu'il va pas s'en remettre, mais parce que c'est très bien foutu. Et voilà, oui, c'est une autre vie. Hein, bien sûr, c'est plus dur, c'est plus âpre, on est plus en danger, on est seul quand on choisit un spectacle, quand on monte une équipe et quand financièrement on produit soi-même. C'est beaucoup plus compliqué, bien entendu. Mais en même temps, vous travaillez, et c'est votre luxe, avec des gens que vous aimez, des comédiens, vous choisissez tout. Toujours. Je ne peux pas travailler avec
des gens que je m'entends pas ou que je respecte pas. Il y a des acteurs que j'admire profondément et justement Virginie Lemoine, c'est une de ces personnes avec qui j'avais toujours rêvé de travailler. Donc je suis allée voir tous ces spectacles. Et un jour, j'ai vu ce magnifique Les Années Parallèles, qui est un bonbon, un chef-d'œuvre, une merveille, que j'ai vu 2 fois, qu'elle a créé au Festival d'Avignon il y a, je crois, au moins 5 ans maintenant, et qui va être repris bientôt. Et je lui ai dit, j'aimerais tellement qu'on travaille ensemble. Et quand elle est sortie, elle m'a dit moi aussi. Et l'année d'après, je lui ai proposé Mon seul en scène, et elle a dit oui. Et là, cette année, voilà, je lui ai proposé Ken, donc, qui est une pièce que j'ai faite écrire. C'est une commande. On va en parler tout à l'heure. Voilà, pardon. J'en reviens au théâtre parce que finalement, vous avez un point commun avec Francis Perrin. Il a débuté sur scène pendant la Comédie Française sur des tréteaux autour de Paris avec Citroën automatique, où il jouait avec Sylvain Rougerie, qui a travaillé avec vous au début au théâtre avec Mobil-Home. Oui. Mise en scène par Anne Bourgeois. Exactement. Oui. Et c'est vrai que là aussi, le théâtre est une aventure que vous n'imaginiez pas au début. Pas aussi longue. Non, pas aussi longue. Mais c'est vrai qu'un projet en amène un autre parce que je suis quelqu'un de très fidèle. Donc, quand j'aime un metteur en scène, vous voyez, Christophe Lidon, j'en ai fait 3 avec lui. Je sais qu'on retravaillera ensemble. On est amis, on s'adore. On a fait 3 magnifiques projets ensemble, dont l'adaptation du film de Scola, Une journée particulière, dont nous avions parlé la dernière fois. Ce sont des personnes avec qui je crée des liens et je fonde une famille. Comme à la télévision, j'avais ma famille aussi, et je l'ai toujours d'ailleurs. Mais c'est un peu, je pense, peut-être... j'essaye de reconstruire un peu la famille qui m'a manqué aussi, et puis parce que j'ai qu'une parole, et c'est un métier où la parole n'a pas beaucoup de valeur, donc je m'y accroche, je m'y tiens beaucoup à ça, et donc j'ai envie de travailler avec des gens avec qui on pense pareil, on vit pareil, on travaille pareil. Oui, c'est presque un privilège, vous êtes dans le village gaulois qui résiste à l'envahisseur. C'est ça. Et c'est pas simple tous les jours. Non, c'est pas simple. Surtout quand on est une femme, c'est pas simple. Oh, ça c'est un peu arrangé, ça. Non, ça c'est pas arrangé. Non. Il y a aussi une chose étonnante, c'est qu'il y a la télévision et le théâtre, et il y a un point commun entre les deux avec vous, ça a été la pièce que vous avez jouée avec Jean-Luc Reichmann, Personne n'est parfait. Oui. Et là aussi, ça a surpris tout le monde, parce que qu'est-ce que Corinne Touzet va faire avec Jean-Luc Reichmann? Ah oui, c'est vrai. Mais sauf que si vous aviez vu le spectacle, vous n'auriez pas dit ça, parce que... non, mais c'est pas qu'il dit, c'est ce que les critiques ont dit au départ. Oui, c'est sûr. Alors Jean-Luc, en fait, qui l'a dit, hein, donc je ne fais que répéter ce qu'il a dit, il avait eu envie de se faire peur. Et comme il était dans ce succès et ces émissions quotidiennes qu'il enregistre toute l'année, il avait vraiment envie d'essayer, et il a bien fait, parce que la pièce, elle est génial. C'est une pièce qui a fait le tour du monde et qui est formidable. C'est l'histoire d'un homme qui veut séduire une femme et qui se déguise en vieille dame pour l'accueillir chez lui. Bon, je ne dévoilerai pas le reste. Mais et du coup, moi, je jouais une éditrice, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Et c'est très joli. C'est mis en scène par Alain Sachs de main de maître, parce qu'Alain Sachs c'est un grand metteur en scène. Et on était au Théâtre des Variétés, qui est mon théâtre de prédilection, qui est trop mignon. Où j'ai toujours du mal à partir. J'ai joué 3 magnifiques spectacles dans ce lieu. Voilà, et donc c'est drôle que vous me disiez ça, parce que je viens de poster ce matin, je suis en tournage en ce moment à 7 sur la série Demain nous appartient, oui. Et je suis tombée je l'avais pas revu depuis 14 ans, et je suis tombée sur Jean-Luc au maquillage. Ouais. Donc je fais un guest, il fait un guest, et on s'est retrouvés, on s'est tombés dans les bras, et j'ai fait un post sur Instagram il y a 1 heure. Voilà. Et il y a une autre caractéristique, vous commencez tout doucement et discrètement. Je pense à Soif, que vous avez débuté au Petit Saint-Martin, une petite salle, et que vous avez fait grandir. Oui. Alors c'est une petite salle extraordinaire, hein. C'est une petite salle avec un plateau de 8 mètres de long, une ouverture, je crois, faudra vérifier, mais de 10 mètres. Et c'est un lieu que j'adore, c'est un lieu où j'adorerais rejouer. La direction a changé depuis, mais c'était une pièce formidable. Alors, il va falloir que vous me redisiez... C'était Soif qui était... Fred Noni, l'auteur, voilà, qui jouait avec moi. Avec Marion Sarraud qui était... Absolument. Alors ça, c'est moi qui lui ai proposé, parce qu'elle voulait... Elle avait déjà fait du théâtre avec Lelouch. Exactement. Comment ça s'appelait, le trio, là, ils sont très connus. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Oui, avec Philippe Lelouch. Philippe Lelouch, voilà.
les deux autres, je les oublie Vanessa Demouy, voilà. Et du coup, elle a dit oui, et du coup, oui, on a fait un carton, Voilà. Vraiment. Oui. Mais c'est vrai que je suis rentrée par la petite porte. Exactement. Parce que là, par contre, il faut dire la vérité. Personne n'avait très envie que je devienne productrice de théâtre dans ce milieu. Hein. Voilà. Voilà, il faut dire les choses. Mais vous l'êtes devenue Oui. et vous continuez. Oui. Et on va l'évoquer à travers la date du 4 juillet 2025. Ok. À tout de suite sur Sud Radio. Il est avec trop Corinne fort. Touzé. Il est trop fort. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Corinne Touzé. On a évoqué votre parcours, tout ce que vous avez fait, y compris la production. Et donc, le 4 juillet 2025, votre retour à Avignon, avec un spectacle, une pièce qui s'appelle Ken, ou Comment rencontrer l'homme de sa vie. Et là, c'est encore un sujet nouveau dont vous êtes à l'origine. Oui, c'est une commande que j'ai passée à l'auteur, qui ne m'a pas attendu pour écrire, qui s'appelle Emmanuel Robert Espalieu. Parce qu'en fait, mes copines m'ont beaucoup raconté leurs histoires et leurs rencontres sur Tinder. Je ne sais pas si on a le droit de le citer. Oh, aussi, Ok. Ou sinon, j'aurais changé ma phrase. Et donc, des copines qui ont plus de 60 ans, entre 55 et 70, voire plus. Et ça fait longtemps que ça dure, ça. Elle me raconte des trucs pas possibles, des histoires, des mésaventures, des belles histoires aussi. Et je me suis dit, c'est un vrai sujet. C'est l'amour après 60 ans, c'est un vrai sujet. Et du coup, voilà, j'ai proposé plusieurs sujets à Emmanuel et c'est celui qu'il a choisi. Et on a travaillé main dans la main sur ce projet d'écriture. Je fais, sans aucune prétention, un petit peu directrice littéraire. C'est-à-dire que j'oriente, j'ai dit, bah non, ça c'est pas la peine, ou ça c'est trop long, ou ça c'est... Ah, ici on faisait ça, puis je propose. Et comme il y avait dans cette pièce, dans son idée, le rôle d'une jeune fille, et que ma fille a 30 ans, du coup, je me suis permise par moment, de lui souffler des petites anecdotes, des petites choses, et ça donne quelque chose de très touchant. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui, je suis Baudor, a divorcé il y a quelques années, et qui s'en fout un peu. Voilà, elle est pas malheureuse, elle va bien. Et elle a fait, sans le savoir inconsciemment, comme beaucoup de célibataires depuis 60 ans, elle a tiré un trait. Et elle a sa fille à la maison, elles s'entendent bien, etc. Et puis sa fille veut lui faire rencontrer peut-être des personnes nouvelles. Et elle l'inscrit sur cette application. Alors évidemment, elle n'y connaît rien, elle n'y comprend rien, donc elle lui explique. Elle la protège, mais elle la surprotège, parce qu'elle a peur qu'elle rencontre des prédateurs, des machins, tout ça. Et on part dans... Alors, c'est une relation mère-fille, et il va y avoir des rencontres, évidemment. Donc Stéphane Giletta, qui est un merveilleux comédien qui était dans Dolto avec Sophie Forte, va incarner 4 personnages masculins différents. Et je n'en dirai pas plus, mais il y a des rencontres inattendues, qui vont peut-être changer sa vision des choses, sa vision de la vie. Alors, c'est exactement au théâtre ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire que votre personnage change de prénom. Oui, elle s'invente une vie. Oui. Moi, j'ai découvert ça. Donc, il faut un pseudo. Donc, elle se fait appeler Augustine. En fait, elle s'appelle Claire. Et puis, elle ment, comme tout le monde ment, ce que j'ignorais, donc sur ce qu'elle fait. Donc, elle invente une vie. Et donc, on en revient au clown, puisque j'ai inventé... elle invente que, voilà, elle a travaillé chez Pinder et Bouglione, ce qui est complètement faux. Donc, elle s'en mêle les pieds dans le tapis. Et il va s'avérer qu'elle n'est pas la seule à mentir. Et donc, ça donne lieu à des quiproquos. Et en même temps, c'est une femme... Bon, j'ai rajouté un peu de moi, c'est-à-dire extrêmement sincère et très fleur bleue et très touchante. Donc, du coup... moi, ce spectacle me plaît énormément. Virginie, sur ce texte, a amené tout ce qu'elle est, c'est-à-dire son décalage, son humour personnel. Elle en a fait une comédie. Et je pense, ce qui m'importe le plus, c'est que je pense que c'est une pièce qui va parler à tout le monde. Oui, parce qu'effectivement, tu sais, quand Marc Simoncini a créé Mythique, il était dans sa cuisine, il me l'a raconté un jour dans Les Clés d'une vie, il était dans sa cuisine, il a eu cette idée-là. Il connaissait un peu l'informatique. Il a engagé 3 personnes au départ sans imaginer que ça deviendrait. Ah oui. Et c'est devenu un truc coté en bourse. Ah oui.
Donc là, vous êtes parti de certaines histoires de vos copines Oui. en les transposant. Ah oui, je me suis pas permise. Non. D'ailleurs, j'ai des amis qui se sont mariés et qui vont très bien. Hein. Voilà, exactement. Oui, mais c'est ça qui est étonnant. Oui. Donc c'est les coups de cœur, c'est les galères, Oui. mais il y a plein d'informations vraies, effectivement, qui touchent tout le monde. Oui, sur le premier rendez-vous, sur les choses que l'on se cache, sur on dit pas tout quand on rencontre quelqu'un qu'on a envie de séduire, qu'on a envie de plaire, on dit pas tout. Même en dehors des applications de rencontres, on dit pas tout. Mais en fait aussi. Ce que je trouve très joli dans l'écriture d'Emmanuel, c'est qu'il a voulu ajouter une dimension à laquelle j'avais pas pensé, et je trouve ça très intéressant. C'est que il fait un petit peu souvent le contrepoint avec avant c'était différent, avant on allait au bal, avant on allait en discothèque, avant on passait des heures à faire connaissance, à s'écouter, à se regarder. Et maintenant, on tape des messages devant un écran. On peut écrire ce qu'on veut, quoi. Et il y a eu beaucoup. Vous avez dû voir passer ces petits documentaires aux infos. Il y a eu beaucoup de désillusions. Il y a eu beaucoup d'échecs. D'ailleurs, sur Tinder, il y a des millions et des millions d'abonnés en moins depuis 2 ans. Ça baisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé l'âme sœur, qui n'ont pas trouvé l'amour, qui se sont très seuls et qui se sont dit ça sert à rien, qui se sont retirés. Et ça, c'est un petit peu aussi la leçon qu'on devrait tirer, c'est-à-dire parlons-nous, regardons-nous, allons boire un café, asseyons-nous dans l'herbe. Et c'est la meilleure façon de faire connaissance, quoi. Voilà. Et il y a aussi les escrocs, ce qu'on appelle les brouteurs. Ah oui, ça c'est autre chose. Qui vous prennent de l'argent en vous menaçant de tas de choses. Oui, bien sûr, ça c'est encore un autre problème. Oui. Donc ça veut dire être plongé dans un sujet dans l'air du temps pour le raconter tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire avec le bonheur ou le malheur que ça fait engendrer. Oui, mais avec beaucoup d'humour, et vraiment, et beaucoup de tendresse. Donc c'est 1h15 de... C'est comme si un petit peu on regardait un roman photo, quoi. Virginie dans la mise en scène a choisi de rendre ça très moderne. Donc il n'y a pas de décor, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas le canapé, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la cuisine. Il y a des objets qui vont se transformer en siège ou en table, et il y a des images qui vont apparaître dans des téléphones. C'est-à-dire que Virginie a une habitude, c'est-à-dire qu'elle voit le spectacle tout de suite ou elle ne le voit jamais. Absolument. Bravo, c'est ça. C'est exactement Elle ça. a dit oui, elle l'a lu. Et elle m'a dit oui le soir même, alors qu'il y a des metteurs qui vous disent j'ai besoin de réfléchir, je suis pas sûre, je sais pas. Elle a dit oui parce qu'elle a eu la vision du spectacle. Et la première chose qu'elle m'a dite, quand on s'est vu au premier rendez-vous, on était dans un café, elle m'a dit ce sera sans décor. Et j'ai trouvé ça super. Alors il se trouve que l'amour à 50 ans, on l'avait jamais traité au théâtre de cette façon, mais on l'avait traité en chanson il y a bien longtemps avec une chanson de Bernard Dimet interprétée par Jean-Claude Pascal. J'ai 50 ans ce soir et si je crâne un peu, c'est que l'âme est solide. Et si je prends des pauses, ce n'est que par instant, quand la peur se repose, je me jette en riant. Oh, c'est joli. Vous ne connaissez pas cette chanson? Non, je la connais pas. C'est la chanson préférée de Laurent Gérard, justement, puisqu'on parle et qu'il a chanté le soir de ses 50 ans. J'ai 50 ans ce soir. Bernard Dimet, qui était un poète totalement oublié. Et ça correspond exactement, sans le côté informatique, à ce que vous évoquez je vais dans ce écouter le spectacle. texte, je vais lire le texte ce soir. C'est chouette. Et effectivement, vous n'êtes pas quelqu'un pour qui la surcommunication est importante. Pour qui? La surcommunication, c'est-à-dire le téléphone portable, les réseaux. Ah non, alors pas du tout. Oh là là, Pierre, c'est de pire en pire. Je deviens un peu... j'ai tendance maintenant à l'éteindre un peu souvent, et c'est très bien. J'ai élevé ma fille comme ça, donc elle fait pareil. Il y a même des jours entiers où elle l'a pas, et ça me touche beaucoup. On lit pas mal, on se parle beaucoup. Et je pense que c'est le secret de la longévité et de la curiosité, quoi. Voilà. Et c'est important, oui, dans un couple encore plus. C'est parce que moi, vous les voyez, ces gens qui sont au restaurant sur leur téléphone et qui se parlent pas alors qu'ils sont au restaurant, quoi. Moi, j'adore aller au restaurant avec mon amoureux, quoi. C'est génial, quoi. Voilà. Et Ken, c'est par rapport à la poupée Barbie? Oui, absolument. Oui. Alors, il faut préciser, oui, parce qu'on a eu des tas de soucis avec ce mot dont j'ignorais l'usage, donc chez les jeunes, donc vraiment sincèrement. Et du coup, c'est pour ça que nous avons rajouté ce sous-titre, parce que oui, c'est Ken Barbie, et la première phrase de la pièce, c'est « Vous appelez vraiment Ken ?» Et ce sera la dernière phrase de la pièce aussi, parce qu'elle n'arrive pas à croire que c'est son prénom, parce qu'elle est des années 60, donc elle dit « Mais Ken Barbie, mais c'est l'enfer !»
Donc c'est parti comme ça. Ouais. Et Ken, en fait, c'est un personnage qui ressemblait au fils de Ruth Handler qui a créé la poupée Barbie, c'est son sosie. Et au départ, ça a beaucoup moins marché que la poupée. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les gens achètent beaucoup plus de Barbie pour leurs enfants que de Ken. Ouais. Bah, il est un peu fade, hein, ce Ken. Il est un peu fade, oui. Voilà. Bon. Mais il reste dans la légende au travers. Mais c'est un beau mec, c'est un beau mec. Alors, ce qu'il faut dire qui est très important, c'est qu'on démarre c'est au Théâtre Actuel, parce que je coproduis avec eux, donc je dois absolument leur rendre hommage. Et donc, on démarre le 4, n'est-ce pas ? Le 4 juillet jusqu'au 26 juillet, voilà. À 13h50. Voilà. Et là aussi, c'est le retour à Avignon. Parce qu'Avignon, pour vous, c'est une rampe de lancement que vous fréquentez. Ah, mais ça fait 14... Oh, ça doit faire 18 ans maintenant que j'y suis pas allée à cause du duplex, ou grâce au duplex l'année dernière, mais j'y suis tous les ans. Oui, avec une création à chaque fois. Et pourquoi ? Parce que nous n'avons plus, et c'est important de le dire, mais c'est pas forcément ce qui va intéresser nos auditeurs, mais nous n'avons plus de possibilité de tous trouver des lieux où jouer nos spectacles. Et Avignon nous permet de montrer à tous les programmateurs de France, de Belgique, de Suisse, et d'ailleurs, parce qu'on a des acheteurs en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, etc., en Israël aussi, ce que nous avons envie de jouer ou de monter ou de leur présenter. Si je restais à Paris en attendant de trouver un théâtre, j'en trouverais un, mais ça me mettrait des années. Alors que Avignon nous permet de signer une tournée et ensuite de revenir à Paris si la tournée est un succès. Voilà. Parce que, en fait, Avignon, c'est un gouffre financier, c'est-à-dire qu'on paye tout le monde. On loue le théâtre une fortune, on paye un attaché de presse, on paye les logements, on paye la nourriture, on salarie toute l'équipe. Il y a le matériel à louer, je loue les projecteurs, je loue tout. Et je paye une captation en fin de festival. Et tout ça, c'est de l'argent qui sort. Mais il n'y a rien qui rentre. Parce que les places ne sont pas chères, ce qui est normal, et puis parce qu'on ne joue pas assez longtemps pour que ce soit rentable. Et donc, cet argent, on ne peut pas le récupérer avant au moins 2 ans. Et c'est la tournée qui fera qu'on pourra rebondir. Voilà. À chaque fois, c'est un risque. Vous prenez avec plaisir. Oui, parce que l'enjeu, d'abord parce que j'aime prendre des risques. Ensuite, parce que je ne produis que ce qui me plaît. Donc, du coup, j'adore ce que je fais. Et puis, je peux me planter parce que tout le monde, un jour ou l'autre, se plante. Il y a des spectacles qui ont marché, d'autres moins. Mais j'ai essayé. Et moi, je pense qu'il faut toujours essayer. Et puis, il y a le problème de la parade, des tracts qu'on distribue. Ah oui, c'est un cauchemar. Non, mais ça, par contre, c'est foutu. Ça sera jusqu'à ma mort. Hein. J'ai le tract à partir de... Alors là, normalement, on joue à 20h, donc à partir de 17h, j'ai mal au ventre. Et même si j'ai joué 100 fois, j'ai mal au ventre. C'est comme ça, voilà. Par contre, au début, à Avignon, on est liquide. Hein. On est liquide. Pendant une semaine, on respire mal. En plus, il ne faut pas oublier qu'il fait 50 degrés à l'ombre. Il y a des théâtres qui n'ont pas de clim. Moi, je tracte tous les jours. Ouais, donc, oui, je fais mon taf. Il y a même des gens qui disent, mais pourquoi vous tractez? Je dis, parce que c'est normal, c'est comme ça. Il y a 1600 spectacles à voir. Donc, les gens ne peuvent pas... Le catalogue du festival, il est comme ça. C'est écrit tout petit, on dirait des pattes de mouche. Personne n'y... On peut pas, à moins de chercher un acteur, en particulier. Bon. Mais les programmateurs, comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc, ils ne peuvent pas tout voir, c'est impossible. Donc, il faut se battre un peu beaucoup pour que les gens viennent nous voir, quoi. Mais le fait d'être là depuis des années, ça aide? Oui, ça aide. Ça aide quand les gens... Et moi, souvent, les gens me disent, j'ai vu tous vos spectacles. Les gens me disent ça dans la rue, ouais. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous évoquez dans ce spectacle qui a disparu, c'est le slow. Ah ouais, mais si vous dévoilez tous mes trucs... Non, mais le slow, mais c'est... Écoutez, Jacques, qui n'a pas adoré les slows à notre âge, c'était... alors moi, et ça Emmanuel l'a récupéré, parce que je lui ai dit, et c'est une histoire vraie, à Boulogne-sur-Mer, j'avais 14 ans, c'est mes premières booms, et on disait boum, excusez-moi les gens, il y en a quelques-uns qui comprendront. Et du coup, après, j'ai découvert les discothèques, donc beaucoup plus tard, il fallait être majeur, et là, on faisait tapisserie. On faisait tapisserie, les filles. On était assises dans un coin, les unes à côté des autres. On repérait les mecs et on disait « Ah, celui-là, il est pas mal, celui-là, bien. » Puis on attendait qu'ils viennent nous inviter. Et l'anecdote est la suivante. Il y a eu un tube monumental de Barry White dont le slow durait 6 minutes et demie. Oui. Donc, c'était important d'être avec quelqu'un qui nous plaisait pendant 6 minutes et demie. Mais oui, on pouvait rencontrer des garçons et des garçons qui nous plaisaient grâce au slow, parce que ma fille m'a expliqué
que quand ils dansent, ils ne se touchent pas maintenant. Ils ne se touchent plus. Donc ils sautent, ils bougent, ils sont heureux, ils s'éclatent, mais ils ne se touchent plus. Ben nous, on va s'éclater au Festival d'Avignon. Alors, c'est au Théâtre Actuel du 4 au 26 juillet à 13h50, je crois. Oui, absolument. Ça s'appelle Ken ou Comment rencontrer l'homme de sa vie. Et je souhaite que ce spectacle pour vous ait autant de succès que les précédents et les suivants. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour votre amitié et tout le travail que représentent ces fiches. Merci Corinne Touzet. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Au revoir.